Bonjour à tous, cette vidéo va s'appeler «La chronique du HP qui s'ignore». Alors bien sûr, je vais, expliquer, en quoi consiste, un HP et vulgariser au maximum le concept. Vous prendrez ce qui vous correspond et tenter de repérer, ce qui vous correspond justement et je vous invite à vous renseigner par le biais de lectures, de d'autres vidéos, si vous voulez aller un peu plus en profondeur dans le sujet. Beaucoup de personnes viennent me consulter, dans mon cabinet en me disant qu'ils se fatiguent eux-mêmes, à trop penser, à avoir trop d'activités, simultanées et à zapper, d'une chose à une autre. Ils se critiquent en général ou sont critiqués par leur entourage. Ils sont trop ci, pas assez ça. Ils ont un sentiment d'extrême difficulté à échanger avec d'autres. Alors j'ai par exemple, des adultes, des chefs d'entreprise ou des salariés qui viennent me trouver en me disant qu'ils ont énormément de mal à communiquer au sein d'une équipe, qu'ils, n'arrivent pas à s'inclure au sein d'une équipe et que, notamment lors de projets, ils sont en difficulté, soit, pour, participer aux réunions, soit, dans, la vitesse à laquelle le projet peut être réalisé. Ce sont des exemples, encore une fois. Et puis, ils ont ce sentiment d'être, alors, ils ne le disent pas forcément multitâches, mais ils disent qu'ils sont toujours en train de réfléchir à plein de choses. Ils ont toujours plein de choses en cours, plein de projets, plein d'activités. Ils sont en train de faire plein de choses en même temps. Alors, déjà, ce que je veux vous dire, s'il vous plaît, cessez de vous juger. Cessez de vous culpabiliser sur votre mode de fonctionnement, sur comment vous réagissez face aux choses, comment vous vivez le quotidien, votre quotidien à vous. Et si vous pensez 3000 idées à la seconde, eh ben, c'est pas grave. Et si vous avez plusieurs activités en même temps, eh ben, c'est pas grave, c'est vous, vous êtes comme ça, point. Cessez de vous juger, de vous culpabiliser pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais vous expliquer un mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement d'un cerveau qui peut avoir 2 types de fonctionnements différents. Un fonctionnement qu'on appelle neuro-gaucher et un fonctionnement qu'on appelle neuro-droitier. Pour le fonctionnement neuro-gaucher, donc qui fait appel un peu plus, à une partie du cerveau, hem, il va être question pour le neuro-gaucher, hem, il y a 2 notions. Il y a la notion de temps et la notion de séquence. Un neurogaucher va avoir besoin, lorsqu'il fait, quelque chose ou qu'il pense à quelque chose, de faire le tour de ce à quoi il est en train de penser ou ce qu'il est en train de faire. Donc, par exemple, il est en train de faire une tâche 1, il va avoir besoin de prendre son temps pour faire tout le tour de la tâche numéro 1 ou de la pensée numéro 1 avant de pouvoir passer à la séquence suivante qui est la pensée numéro 2 ou l'activité numéro 2. Et ainsi, il va à nouveau faire tout le tour de l'activité numéro 2 avant de pouvoir passer à l'activité numéro 3 ou à la pensée numéro 3. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un neurogaucher, il est très simple d'expliquer comment il est arrivé en 3. Il va très simplement expliquer qu'il a commencé par 1, ensuite il a fait le 2 et ensuite il est arrivé en 3. Si je vous donne un autre exemple, pour un enfant neurogaucher, à qui on va expliquer, par exemple, lors d'un exercice à l'école, faites cet exercice et expliquez, votre raisonnement. Il va, de façon très simple, expliquer qu'il a d'abord commencé par 1, puis il est allé à 2, puis, il a obtenu son résultat en 3. Donc il y a à la fois cette notion de séquence et à la fois cette notion de temps. C'est-à-dire que le neurogaucher a besoin de temps pour faire le tour de chacune des tâches, les unes après les autres. Ça, c'est pour le fonctionnement neuro-gaucher. Il y a ensuite le fonctionnement neuro-droitier. Et le fonctionnement neuro-droitier est complètement différent. Et je parle bien de fonctionnement neuronal. C'est votre cerveau qui fonctionne comme ça. Pour le neuro-droitier, l'idée va plutôt être, alors, je prends une image, hein, d'accord? Vous connaissez les sapins de Noël, vous connaissez les guirlandes lumineuses du sapin de Noël. Eh bien, imaginez que pour un cerveau neuro-droitier, lorsqu'il a une idée ou une tâche à faire, c'est comme s'il branchait la guirlande lumineuse du sapin une fois. Donc, il met la prise dans le mur et tout s'allume en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'une idée, la prise, tout va s'illuminer d'un seul coup et il va avoir effectivement une multitude d'idées qui vont s'allumer en même temps. Et puis, si vous lui demandez: «Mais quelle est la solution à l'idée que tu proposes là?», il va savoir d'instinct
vous dire que la bonne idée, c'est la petite ampoule en haut à droite du sapin. La difficulté pour le neurodroitier, ça va être d'expliquer pourquoi c'est la bonne idée ou pourquoi c'est la solution. Il va, en être incapable. Il est incapable de refaire le chemin inverse entre la prise et cette ampoule en haut à droite, déjà. Et en plus, il n'y voit pas de sens à expliquer le pourquoi. Il faudrait expliquer comment on en est arrivé à ce résultat-là, puisqu'il sait que c'est ce résultat-là qui est le bon selon lui. Une fois qu'on a dit ça et qu'on reprend l'exemple de cet exercice à l'école pour un enfant, pour un neurodroitier, si vous lui donnez un exercice dans lequel il faut qu'il donne le résultat et qu'il explique son raisonnement, ça ne l'intéressera pas d'expliquer le raisonnement puisqu'il aura le bon résultat, et deux, il ne voit pas à quoi ça sert. Donc, il s'en fiche et ça ne sert à rien. Donc, ça donne, pour des enfants neurodroitiers à l'école, des difficultés à expliquer le raisonnement d'un exercice et surtout à attacher son attention, puisque si on demande à un neurodroitier d'expliquer quelque chose où il ne voit pas le sens du pourquoi, du comment on demande cette instruction-là, eh ben, il va fermer les rideaux. Comme j'explique souvent, je dis il s'enferme dans sa grotte, il ferme le rideau de fer, et puis vous pouvez toujours y aller pour essayer de lui demander quoi que ce soit. À partir du moment où il a le résultat, il ne voit pas à quoi ça sert d'expliquer le raisonnement. D'autant qu'il ne sait pas expliquer le raisonnement du pourquoi l'ampoule en haut à droite. Une fois qu'on a dit ça, déjà, vous pouvez savoir dans quel type de fonctionnement vous avez. Est-ce que vous êtes plutôt neurogaucher ou plutôt neurodroitier? Une fois qu'on a dit ça, je mets un petit bémol. Il existe des neurodroitiers qui aient pu être ce qu'on appelle contrariés. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des personnes qui fonctionnent comme je vous l'ai expliqué, format sapin de Noël, mais qui ont été élevées dans un environnement neurogaucher. C'est-à-dire que soit leur famille, soit l'éducation nationale, soit leur environnement, leur famille, autour, les personnes qui les ont éduqués ou qui les ont aidés à grandir, qui les ont formés, ça peut être des confrères ou des collègues dans un métier, ont en fait resserré leur mode de fonctionnement plutôt sur un fonctionnement neurogaucher. Et ça donne quoi? Ça donne des gens qui sont frustrés, des gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas bien dans leur environnement. J'ai extrêmement de professionnels qui viennent me voir en me disant « je ne m'identifie pas à mes confrères » et alors ils ne le verbalisent pas forcément comme ça, mais en disant « je ne comprends pas, je ne suis pas pareil ». Voilà. Et donc ça peut vouloir dire que vous êtes neurodroitier, c'est-à-dire que votre fonctionnement neuronal de base est neurodroitier, mais que vous vous êtes fondu dans un système neurogaucher où on vous a demandé d'être séquentiel et de faire le tour des choses. Et donc c'est hyper frustrant pour un neurodroitier de se mettre dans un système neurogaucher. Il a l'impression de perdre son temps, de perdre du sens, de ne pas être comme les autres, de ne pas être compris. Et surtout, il dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de positivisme à se mettre dans un système neuro-gaucher alors qu'il est neurodroitier. Je ferme cette parenthèse simplement pour vous dire que, voilà, identifiez-vous plutôt au descriptif de votre instinct plutôt qu'à ce que vous faites dans le quotidien, puisqu'il peut y avoir, voilà, vous pouvez être contrarié, c'est-à-dire que votre cerveau fonctionne d'une certaine façon, mais vous vous êtes plié à un autre mode de fonctionnement. Ce qui n'est pas possible pour le sens inverse. Quelqu'un qui est neurogaucher ne peut pas fonctionner de façon neurodroitier. C'est pas possible. C'est comme ça. Une fois qu'on a dit ça, comment repérer si vous êtes, si jusque-là, vous n'êtes pas complètement sûr ou convaincu de ce que vous êtes? Je vais vous donner quatre critères pour repérer si vous êtes neurodroitier ou pas. Alors, oui, j'ai oublié de préciser, mais neurodroitier, c'est ce qu'on peut appeler HP. Alors, j'aime pas du tout ce terme haut potentiel. Alors, bien sûr, je fais partie du club, donc voilà, mais je suis HP moi-même. Mais je n'aime pas ce terme haut potentiel parce que ça peut paraître un peu pédant de dire je suis haut potentiel. Pas du tout. En réalité, on appelle haut potentiel cette façon d'allumer le sapin et d'avoir multitude de guirlandes ou de loupiottes qui s'allument en même temps. Et ça n'a rien à voir avec un haut potentiel dans le sens où on serait plus je ne sais pas quoi que les autres. Une fois qu'on a dit ça, HP, alors il y a plusieurs termes pour ça, mais il y a notamment HPI, HPE et zèbre. Grosso modo, ces trois termes sont des termes neurodroitiers. HPI pour haut potentiel intellectuel,
HPE pour haut potentiel émotionnel et zèbre, c'est une autre façon d'en parler. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, renseignez-vous. Il y a des livres très intéressants et je vous les mettrai dans les commentaires de façon à ce que vous puissiez aller voir. Et je suis absolument persuadée qu'il doit y avoir plein de vidéos sur YouTube beaucoup plus spécialisées. Là, l'idée, c'est de vulgariser. Comment repérer si vous êtes HP et comment repérer si vous avez des HP dans votre environnement? Première chose, c'est ce fonctionnement en arborescence, ce dont je parlais, le fameux sapin là, avec les guirlandes qui s'allument en une seule fois, sachant que cette arborescence, elle a besoin de sens. Ça, c'est une petite spécificité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un HP ne mettra la guirlande dans la prise qu'à partir du moment où il sait le sens de sa question ou de son activité ou de sa pensée. Si vous lui expliquez pourquoi il faut qu'il réfléchisse à telle ou telle chose, pourquoi il faut qu'il fasse une telle ou telle activité, le HP saura mettre la prise dans le mur. S'il n'y a pas de sens, s'il n'y voit pas de sens, il ne pourra pas. C'est comme ça. Ça veut dire quoi aussi? Si je refais référence à un enfant, les petits HP vont être ces enfants qui posent beaucoup de questions. Pourquoi? Il a besoin de savoir pourquoi les choses. Pourquoi il faut qu'il aille là? Pourquoi il a besoin de faire telle activité? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il réfléchisse à ça? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il donne la réponse à ça? Bref, vous l'avez compris, un HP a besoin de sens. Donc ça, c'était le premier critère, l'arborescence et le besoin de sens. Deuxième critère, c'est ce qu'on va appeler l'altruisme. C'est-à-dire qu'en fait, le HP va avoir une notion extrêmement aiguë et pointue de la notion de justice et d'injustice. En général, les HP sont extrêmement sensibles à l'injustice. Donc, si je reprends l'exemple de cet enfant, dans le cadre de l'école, un HP va être extrêmement sensible à la notion de justice de son enseignant. Il préférera avoir un enseignant dur ou exigeant, mais juste, plutôt qu'un enseignant qui est lax et qui, en plus, pourrait être injuste dans sa façon de gérer les situations, les élèves, etc., etc. Un HP va, de façon globale, beaucoup plus être attiré par des personnes qui sont justes et qui ont cette notion de justice, plutôt que des personnes qui n'auront absolument pas la notion de justice. Au sens large, hein, on est d'accord. Et puis, dans l'altruisme, il y a également cette notion de précision. Le HP a besoin de sens, mais a besoin que les choses soient précises. Si vous êtes flou, si vous êtes vague, le HP ne pourra pas avancer, il ne pourra pas réfléchir et il ne pourra pas passer à l'action. Je reviens sur les enfants. Alors bien sûr, quand je parle des enfants, j'essaye simplement de vous donner des astuces pour vous repérer, vous, lorsque vous étiez enfant. Besoin de précision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un HP va se retrouver face à un exercice avec, vous savez, les instructions, ou enfin l'énoncé, voilà, de l'exercice, si l'énoncé n'est pas clair, s'il y a une ambiguïté, ou à l'inverse, si l'énoncé de la tâche à réaliser est trop simple, le HP qui a besoin de précision va bloquer. Soit parce qu'il y a un mot qui n'est pas clair pour lui, soit parce que c'est trop facile et il va chercher le loup. Ça, je l'entends très souvent de la bouche des HP. En fait, c'est trop simple, il doit y avoir un truc. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le HP va rester bloqué là. Tant qu'il n'a pas le sens, tant qu'il n'a pas compris de quoi il s'agit, il ne pourra pas continuer. Ce qui peut expliquer, aujourd'hui, en tant qu'adulte, par exemple, que lors d'une réunion, lors d'un échange avec quelqu'un, si vous n'avez pas compris le sens de la question, ou si vous n'avez pas compris le sens de ce qu'il a dit, la personne en face de vous a dit à un moment donné, vous pourriez ne plus pouvoir écouter le reste de la conversation. Et ça peut donner des ambiguïtés et des difficultés en termes de communication assez importantes avec l'autre personne qui peut penser que vous n'en avez rien à secouer, ce qui n'est pas le cas. Je donne une autre précision. Quand on parle de précision, ça veut aussi dire que vous êtes en train de faire une tâche, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, ou alors, par exemple, je vais prendre un truc super facile, vous êtes en train de regarder un film, et pendant que vous regardez le film, il y a une incohérence au moment du montage. Par exemple, vous avez deux acteurs, un des acteurs a un col dans un sens, on change de personnage, on voit l'autre personnage dans le film, et puis on revient au premier, et le col n'est pas dans le même sens. Le HP peut rester bloqué sur ce genre de détails, ce qui veut dire qu'il ne verra plus que ça dans le film, et il n'est plus en capacité de suivre
les conversations, les échanges, les dialogues, ou carrément l'histoire du film. Alors bien sûr, je rigole en disant ça, c'est du vécu, et surtout, ça peut expliquer énormément de choses pour vous. Si vous ne comprenez pas, s'il n'y a pas le sens, ou si ça n'est pas précis, le HP va rester bloqué. Imaginez-vous 30 secondes à l'école, ce que ça peut donner. Si à un moment donné, il y a un petit hic qui se un peu, vous savez, comme, comment ça s'appelle? Chercher Charlie. À un moment donné, le HP, s'il ne voit pas les choses, s'il ne comprend pas, il ne pourra plus suivre. Troisième critère pour repérer un HP, l'hypersthésie des sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le HP va être extrêmement intuitif. Il va savoir énormément, ressentir énormément de choses et ça peut exactement de la même façon, soit l'aider, soit le freiner, fonction de ce qu'il ressent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir extrêmement d'intuition. Souvenez-vous, s'il a été contrarié, il aura les intuitions, mais il ne les écoutera pas. Petit mémo. Et puis, quatrième et dernier critère, le HP a besoin d'amour, de bienveillance et de sincérité. Une fois qu'on a dit ça, posez-vous la question de vos relations, des relations interpersonnelles que vous pouvez avoir dans votre entourage privé, amical, familial et professionnel. Si vous avez besoin d'amour, de bienveillance et de sincérité, je vous invite à vous poser sur ce critère-là et sur cette idée-là, de telle sorte à pouvoir comprendre pourquoi, parfois, vous ne pouvez pas avec certaines personnes, y compris des personnes proches dans votre environnement familial ou amical ou professionnel. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo, histoire de résumer les choses, parce que je vois trop de personnes qui, aujourd'hui, ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Et n'essayez pas de grâce de changer. Vous êtes tel que vous êtes et ça fait aussi la force. Grâce à tout ce que je vous ai expliqué, la rapidité d'esprit, l'intuition, la sensibilité, la capacité à avoir à peu près 3000 idées à la seconde. Voilà, ce sont autant de forces que votre cerveau vous propose et de grâce, arrêtez de vous condamner, de vous juger, de vous culpabiliser pour votre mode de fonctionnement. Vous êtes tel que vous êtes, peu importe que vous soyez neurogaucher ou neurodroitier, mais en tout cas de grâce, si vous êtes neurodroitier, acceptez votre différence. C'est ce qui fait votre force. Je vous souhaite une belle journée à tous. Au revoir.